Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo 2019. Alors c'est pas vraiment ma première vidéo dans le sens où j'en ai déjà publié 2, il me semble, ouais. Mais c'est ma première vidéo tournée en réel, maintenant, là, tout de suite, à Copenhague. En fait, dans cette vidéo, j'avais envie de faire un petit bilan de l'année 2018. Ce qui m'a donné l'idée de cette vidéo, c'est, vous savez, il y a une tendance sur Instagram au moment du passage à la nouvelle année, une tendance au bilan, où tous les comptes font le bilan en repostant des photos et des vidéos qui ont marqué un peu l'année, des événements qui ont marqué, et j'ai voulu le faire. Moi j'adore ce truc là, j'adore regarder déjà les histoires des blogueuses ou de mes copines sur les réseaux sociaux. Je trouve ça joli de faire un bilan un an après. Et en fait, plutôt que de le faire sur Instagram, je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de le faire ici sur YouTube. Donc je vais faire un petit récapitulatif de mon année, tout ce qui s'est passé. Ça va me permettre de vous donner avec du recul tout ce que j'ai appris pendant cette année, tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai compris un peu face aux événements. C'est un peu l'intérêt de cette vidéo. Je suis pas là pour vous raconter ma life en disant regardez ce qui s'est passé en 2018 dans ma vie. C'est pas vraiment ça, c'est plus ok, c'est passé ça, ce que j'en ai pensé à ce moment-là, avec du recul, qu'est-ce que ça donne. Voilà, c'est le but de cette vidéo. Janvier 2018. Je vais commencer avec un petit rituel que j'avais fait il y a 1 an du coup. Je me souviens, j'étais sortie donc pour le soir du Nouvel An. J'étais pas rentrée très tard, c'était pas une grosse soirée et ça m'allait de pas rentrer tard. Parfois je suis fait tard et parfois je suis hyper casanière aussi, ça me va très bien. Et j'étais peut-être rentrée vers 2h du matin, ce qui est tôt pour une soirée de Nouvel An. Et en fait, 2017 avait été une année très compliquée pour moi au niveau émotionnel. Il s'était passé plein de choses, ça avait été très périlleux, j'avais vécu des trucs assez durs. Et j'étais ravie de passer à une nouvelle année, même si c'est que symbolique, il se passe pas grand chose du 31 décembre au 1er janvier. Mais il y a une année symbolique qui se passe et on a l'impression de passer à autre chose et que voilà, il y a un renouveau qui se fait. J'étais assez contente voilà, d'aller vers une nouvelle année. Et j'ai décidé ce soir-là de mettre en place un petit rituel. Vous savez, j'adore les rituels d'écrire une lettre et de l'ouvrir 1 an après ou 6 mois après ou je sais pas quoi, ce genre de choses. Et cette fois, j'avais décidé de me filmer. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis rentrée à 2h30 du matin, comme ça, je me suis posée chez moi, j'ai mis mon téléphone sur mon trépied et j'ai commencé à parler. J'ai raconté ce qui s'était passé en 2017, j'ai raconté comment j'avais vécu les choses, ce que je voulais pour 2018, ce que je voulais changer dans ma vie, ce que je voulais changer dans ma façon d'être, dans ma façon de gérer les choses, ce que je ne voulais plus, etc. C'était vraiment une sorte de petit journal intime en vidéo. Alors pourquoi le faire en vidéo? C'est pas du tout le côté narcissique ou je sais pas quoi, c'est que je trouve que dans la vidéo il y a un côté très spontané. Peut-être plus qu'à l'écrit, pour moi en tout cas. En vidéo, j'ai pas besoin de réfléchir à la phrase que je dis, à la façon dont je vais bien faire une jolie phrase, tout ça. En vidéo, c'est très brut, c'est très spontané. Il y a le langage non-verbal qui est intéressant aussi à étudier plus tard, 1 an après. Du coup, voilà, c'est ce que j'ai fait. Je me suis posée chez moi à 2h30 du matin, j'ai commencé à parler, raconter un peu, et ça a été très émouvant. En fait, j'ai beaucoup pleuré dans cette vidéo. Et en fait, cette vidéo, je me suis promis de ne jamais la regarder avant 1 an, de ne jamais ouvrir ce fichier-là que j'avais mis sur un disque dur, de ne jamais l'ouvrir avant janvier 2019. Je vous partage ça parce que c'est toujours intéressant, même si c'est pas forcément pour le Nouvel An, mais à n'importe quel moment de votre vie, de vous enregistrer ou de marquer, de faire une lettre ou une vidéo, c'est quand même intéressant parce qu'il y a le langage non verbal et même si vous n'êtes pas à l'aise devant, je peux comprendre. Moi, j'ai pris l'habitude au bout de 5 ans de YouTube et compagnie. Mais personne ne va la regarder, c'est que pour vous, donc que vous soyez mal à l'aise, enfin vous pouvez dépasser ça. Je veux dire, il y a un truc très intéressant à se regarder après. Février 2018. Je décide de partir en vacances. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre, j'avais lancé une sorte de calendrier de l'Avent. Ça m'avait demandé énormément de travail. J'étais épuisée à force de faire ça. Et je m'étais dit en décembre, il faut que je prenne des vacances, il faut que je parte, j'ai besoin d'aller au soleil. En fait, ça faisait longtemps que j'étais pas partie loin. J'ai quand même grandi en faisant ça. Ma mère est hôtesse de l'air, donc on a eu l'habitude de partir, vous savez, au moins 1 fois par an au soleil. Ça ne coûtait pas grand-chose, ça coûtait beaucoup plus cher de partir au ski pour nous, donc on partait loin. Donc j'ai toujours eu l'habitude d'avoir du soleil pendant l'année, et là, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Donc je me souviens qu'en décembre 2017, j'avais envoyé un message sur Instagram en disant « Ok, j'ai besoin de partir en vacances, j'ai besoin de soleil. Quelle destination me conseillez-vous pour février ?» J'ai eu plein de messages, plein d'idées, dont une suggestion de Peggy du blog En Douceur, qui est maintenant une de mes super amies. Et à l'époque, je ne connaissais pas, on se suivait sur les réseaux sociaux seulement. Et elle me dit, écoute, si t'as envie d'un truc un peu repos, yoga, méditation, c'est tout ce que je voulais. Et du soleil, je te conseille la Thaïlande et plus particulièrement l'île de Koh Phangan. Il y a tout un coin yogi. Et elle m'explique qu'elle y sera sûrement plus à ce moment-là. Elle sera dans un centre de yoga qui s'appelle Sama Karuna. Elle est volontaire là-bas et voilà, elle y sera à ce moment-là. Donc elle m'avait donné cette idée-là en décembre et en février, je m'étais dit, mais c'est sûr, sachant en plus que je suis une amoureuse de la Thaïlande. Je l'ai fait plusieurs fois, je l'ai fait en famille, je l'ai fait avec des amis. Je suis très fan de ce pays. Et Koh Phangan, bizarrement, je l'avais déjà fait. J'avais pas adoré, je l'avais fait dans le cadre de la Full Moon party. J'étais restée 2 jours, j'avais pas du tout kiffé.
Je savais pas du tout qu'il y avait un coin yogi. Donc me voilà prête à partir en février. En fait, à la base, je m'étais dit même si je pars seule, je m'en fous. J'ai qu'une envie, c'est de partir et partir seule, mine de rien, ça peut être pas mal. Sauf que la vie en a décidé autrement parce que je me suis pas du tout retrouvée seule. Peggy était sur place. Anne-Claire Mérec, qui est une de mes copines aussi, qui est naturopathe, faisait un tour en Asie à ce moment-là et allait se retrouver exactement en même temps que moi à Copenhague. Et Aurore, ma copine du blog Bonheur Naturel, avait besoin de vacances à ce moment-là. Et quand elle a vu que j'y serais, que Peggy y serait, que Anne-Claire, qui est aussi une de ses amies, y serait, elle a dit bah vas-y, moi aussi je prends des billets, je viens avec toi. Donc en fait, c'était pas du tout un voyage solitaire. On s'est retrouvés tout ensemble, tout ce petit groupe en Thaïlande, à Copenhague en même temps. Et là, je suis juste tombée amoureuse de cette île et amoureuse surtout de ce village. C'est le village Yogi. Il faut pas penser que c'est partout comme ça en Thaïlande. Pas du tout. C'est même pas partout comme ça sur Copenhague. C'est vraiment une partie de l'île. C'est le côté ouest, un peu plus dans le nord, nord-ouest. Ça s'appelle Sri Tanu. C'est le village Yogi où c'est le temple du yoga, le temple de la méditation, le temple des restos véganes, des restos sains. Tout ce que j'aime. Ça a été une telle révélation d'être là-bas. Je me suis dit mais Maintenant que je travaille sur mon blog, parce que c'était la première année en fait où je me consacrais seulement à mon blog, j'étais plus maquilleuse en plus, j'étais plus intermittente du spectacle en fait. Maintenant je peux travailler n'importe où. Avant quand je maquillais sur les plateaux de télévision au cinéma, il fallait que je reste quand même principalement à Paris, c'est là qu'il y a la majorité de travail. Et là je me suis dit mais pourquoi rester à Paris, pourquoi rester en France quand t'as un cadre de vie comme ça ? J'ai rencontré beaucoup de gens qui vivaient autrement. Et ça, c'est une des principales raisons aussi, un des principaux avantages à voyager, c'est d'ouvrir l'esprit et d'ouvrir son petit monde, en fait, de se rendre compte que tout le monde ne vit pas pareil et qu'il y a plein d'autres possibilités. Et ici, il y a énormément de digital nomades. Des gens qui gagnent très bien leur vie, c'est pas les hippies ou des gens qui voyagent en ayant des économies pour un an, c'est pas ça, c'est des gens qui gagnent leur vie tout en voyageant. Ils travaillent en ligne, ils se prennent des maisons 2-3 mois un peu partout où ils veulent. Et ils travaillent mais ailleurs, pas dans leur pays d'origine on va dire. Il y en a beaucoup ici parce que c'est une très bonne connexion, il y a une très bonne connexion internet en Thaïlande. Et j'ai vu tous ces gens-là et je me suis dit mais pourquoi moi je fais pas pareil ? Pourquoi est-ce que moi je m'obstine à rester à Paris dans mon petit appartement avec mon loyer parisien ? Pourquoi alors que je pourrais vivre et travailler au milieu des cocotiers, sachant en plus qu'ici, comme moi j'aime beaucoup parler de développement personnel et de spiritualité, je suis au milieu de tout ça, je suis au cœur de tous ces workshops, je suis au cœur de personnes tellement inspirantes, tellement là-dedans en fait. Ici c'est normal de parler de ses émotions, ici c'est normal de méditer tous les matins, ici c'est normal d'aller au yoga, c'est une routine qui est banale ici. 3 jours avant mon départ, non, un peu plus. 1 semaine avant mon départ, je rencontre quelqu'un. Je rencontre quelqu'un ici. Je rencontre mon mec en fait qui était là déjà depuis 2-3 mois, qui est un habitué aussi de Copenhague et de Sri Tanu. Vous savez que je n'aime pas parler de ma vie privée et là je vais seulement l'aborder parce que ça a quand même fait partie de mon année et ça a été une étape importante quand même dans mon année. Ça a quand même bougé beaucoup de choses, ça a quand même fait partie de mon évolution cette année donc je suis obligée d'en parler là mais je n'aime pas exposer ma vie privée comme ça sur les réseaux sociaux. Bref, je rencontre mon mec 1 semaine même pas avant de partir. Ça se passe toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Je m'en vais, je rentre en France et dans l'avion, je me dis que je vais revenir très vite. C'était évident pour moi que j'allais revenir très vite. Ça n'avait pas forcément un rapport avec mon mec parce qu'il ne devait pas être là quand je revenais. Ça devait être une petite histoire de vacances. Il aurait dû être quelque part d'autre en Thaïlande au moment où je revenais. Mais je décide quand même de revenir parce que je veux tester. Je veux revenir pour quelques mois. Je veux louer une maison ici. Je veux vivre une vie normale ici en travaillant. Sachant qu'en février, j'étais plus là en vacances. Là, je voulais vivre ma vie quotidienne, ma vie de travail. Ici, mais dans un autre contexte. Ouais, dès que je rentre, je sais que je vais repartir. Et 3 semaines, voire 1 mois, je crois, après, je repars. Je prends des billets, je repars. Je m'étais pris un petit hostel pour 1 semaine et je savais que j'allais trouver une maison sur place. C'est très facile de trouver des maisons. Et donc me revoilà à Copenhague début mars pour 2 mois. Et là, truc de dingue, j'étais dans la salle d'embarquement en fait pour embarquer pour retourner en Thaïlande. Un peu seule à l'aventure comme ça, j'allais plus avoir mes copines en plus, je savais que j'en avais une copine qui allait être là, c'était Sarah, une amie de Aurore que j'ai rencontrée qui faisait son stage de prof de yoga. Je vous mettrai son Instagram aussi, elle est géniale. Et je savais que c'était la seule qui allait rester en fait sur l'île, donc là j'ai retourné un peu genre toute seule. Et au moment d'embarquer, je reçois un message du mec que j'avais rencontré qui dit qu'il arrive demain finalement, qu'il revient demain à Copenhague. Donc exactement le même jour que moi. On ne s'était pas du tout concerté. Donc là tu dis ok la vie fait que quand même il y a peut-être quelque chose à vivre. Et alors j'arrive à Copenhague début mars. Et je crois que les 3 premiers jours ont été un peu compliqués parce que comme je vous le disais, j'avais pas mes repères d'il y a 3 semaines. C'était plus les mêmes personnes, c'était plus le même rythme, il y avait plus mes copines. Et là, je me suis vraiment retrouvée seule. Je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous là ? Qu'est-ce que tu fous loin de ta famille ? Qu'est-ce que tu fous loin de tes amis, de tes proches ?
toute seule en Thaïlande. J'ai beaucoup pleuré pendant les 3 premiers jours, ça n'a pas été si facile que ça. Et je me suis adaptée au fur et à mesure. J'ai réussi à créer un autre quotidien ici, mais il faut pas penser que ça a été hyper facile non plus. Je sais que sur les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est facile de bouger d'endroit en endroit, qu'on rencontre des gens super cool tout le temps. C'est pas non plus, il y a plein de désavantages, on va dire, plein de petits inconvénients, de petits points négatifs aussi quand on voyage, et c'est pas toujours facile. Ça demande beaucoup de force et beaucoup de travail sur soi, on va dire, pour arriver à pallier au manque et au manque de repères surtout. Donc je m'installe à Koh Phangan pendant 2 mois. Ça a été super, ça a été une super expérience. Si je suis là de nouveau, c'est que j'ai aimé la première expérience. J'ai adoré vivre dans une conscious community, ils appellent ça comme ça ici. C'est des gens conscients. Voilà, la plupart des gens à Sritanu sont c'est des expats. Il ne faut pas penser une seconde que c'est typiquement thaïlandais. Il y a très peu de Thaïlandais ici, à part pas dans les restaurants, à part dans les magasins. Mais les personnes qui font du yoga ou tout ça, ou la plupart des gens qui vivent à Sritanu, c'est principalement des expats. C'est des voyageurs, c'est des profs de yoga, c'est des profs de méditation, etc. Parce que le yoga, ça n'a rien de thaïlandais. Il ne faut pas tout mélanger non plus. Je sais que parfois on a tendance à faire des amalgames en disant la Thaïlande c'est tellement healthy, c'est tellement vegan, yoga, c'est pas du tout dans la culture, c'est pas du tout vrai. Ça a été importé, on va dire, par des expats. Donc moi j'ai adoré vivre au sein de cette conscious community, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude du tout, sachant que je vis à Paris, c'est pas le rythme habituel, on va dire, c'est pas l'état d'esprit habituel pour moi. Pendant ces 2 mois, je fais pas mal de yoga, je fais pas mal de workshops, je travaille sur mon blog, tout se passe très bien, je suis toujours avec mon mec. Ce que je peux vous dire de ça, alors il y a 2 leçons que j'ai tirées de cette expérience, c'est que on ne peut rien fuir en partant en voyage, on ne peut rien fuir en partant vivre à l'étranger, on retrouve exactement les mêmes problèmes. On a l'impression que si on part vivre à l'autre bout du monde, sous les cocotiers avec le soleil, la plage et compagnie, on sera heureux et que tout ira bien. Il n'y a rien de plus faux, c'est pas vrai du tout. Je me suis vraiment pris ça en pleine face de me dire mais en fait les problèmes que tu penses laisser à Paris, tu les ramènes avec toi et tu les remets exactement au même endroit dans un autre contexte. Les problèmes que l'on rencontre en général ou nos problèmes à nous ou nos peurs, nos interrogations, etc., elles sont en nous. Tout ça vient de nous. Donc où que vous soyez, si vous ne le réglez pas, vous allez l'emporter avec vous. Ça vraiment je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que toutes mes peurs, toutes mes angoisses, toutes les histoires que j'avais tendance à répéter à Paris, j'ai refait exactement la même chose. J'avais les mêmes angoisses, les mêmes peurs et peut-être même en plus puissante parce que je ne sais pas ce qu'il y a sur cette île, mais tout est très puissant. Quand tu es heureux, tu es extrêmement heureux. Quand tu es triste, tu es plus bactère, tu es extrêmement triste. Ça fait vraiment ressortir les émotions encore plus fortes. Donc ça a été vraiment une de mes réalisations, c'est qu'on ne peut rien fuir et à quel point tout vient de nous, tout à l'intérieur. Le monde extérieur est vraiment le reflet de ce que nous sommes. On projette sur l'extérieur ce qu'on est. Donc si on part avec des peurs, si on part avec des angoisses, si on part par exemple, je prends un exemple, si on part avec l'idée qu'on rencontre toujours le même type de mec et que les histoires qu'on a à Paris, elles sont toutes foireuses et c'est toujours oh là là, je tombe toujours sur le même type de personne. Banco, vous allez tomber exactement sur le même genre d'histoire ailleurs, à l'étranger, à l'autre bout du monde. Et c'est comme ça dans toutes les situations. Si vous avez un problème avec l'argent à Paris, vous allez avoir le même problème ici à l'étranger. Et ça je m'en suis vraiment rendu compte. Ça a été une clé assez évidente en fait et ça a été une clé super importante dans mon année. Autre chose, ça c'est un peu plus perché. J'ai fait un workshop de Rebirth. Rebirth c'est un atelier, je ne pourrais pas vous expliquer ça. En fait c'est un atelier de respiration extrêmement intense. Pendant 40 minutes on hyperventile en fait, on respire très fortement par la bouche, ce qui fait qu'il y a même des tétanies, on arrive dans un état un peu second, ce qui fait que on a des sortes de révélations ou des blocages qui se débloquent. Il y a des gens qui hurlent, des gens qui pleurent, il y a comme un renouveau qui se crée en fait au niveau du corps. Et alors moi ça n'a pas été horrible du tout comme expérience, si j'ai un petit peu pleuré, mais j'ai pas découvert un trauma caché chez moi, ça n'a pas été violent ni quoi que ce soit, mais j'ai une sorte d'image. Je vous dis que c'est perché parce que je dis que j'ai reçu une image, donc forcément pour les gens très terre à terre ils vont dire mais elle est folle celle-là. Pour les gens un peu plus connectés on va dire, qui comprennent de quoi je parle, voilà, j'ai une sorte de petite illumination où j'avais comme le message que tout était magnifique à vivre. J'avais ce sentiment en fait, j'avais le message que toutes les émotions sont une chance pour nous. Comme si, en tant qu'être humain, on avait cette chance-là de pouvoir tout expérimenter.
que même si c'est pas agréable en tant qu'humain d'expérimenter la tristesse et l'angoisse et la perte et la souffrance et je sais pas quoi, et ben finalement on a de la chance de le vivre parce que c'est perché ce que je suis en train de vous raconter. Quand on parle d'incarnation et tout ça, en fait on croit que l'âme s'incarne sur Terre dans le corps humain pour expérimenter des choses et que de toute façon s'il n'est pas incarné, les émotions n'existent pas en fait. Les émotions elles sont propres à l'humain. Et c'est comme si je recevais le message que c'était une chance merveilleuse et qu'il fallait qu'on en profite en fait. Et qu'aucune émotion n'était mauvaise, c'était juste waouh, ok, je suis en train d'expérimenter quelque chose d'autre. Et même si c'est moins agréable, bah, j'ai de la chance de le vivre. J'ai la chance de vivre tout ça parce que c'est le propre de mon incarnation. Voilà, bon, j'arrête mon truc perché. Je reviens en mai à Paris. Le retour est extrêmement, extrêmement compliqué, comme vous pouvez l'imaginer, après 2 mois à passer dans ce genre de vie, de contexte, de paysage. Où je vivais avec mon mec ici, ça a été extrêmement compliqué de rentrer, sachant que mon mec n'est pas français, donc il n'est pas rentré avec moi. Super dur, j'arrivais pas à m'y remettre, en fait je retrouvais pas mon rythme, je me sentais pas chez moi et tout me paraissait absurde en fait. Tout était un non-sens pour moi, rien ne me semblait justifié, rien ne me semblait... je sais pas, pour moi rien n'était vrai, donc c'était extrêmement compliqué de revenir, de reprendre mon rythme, mon petit appart et de me retrouver dans le métro. Je pense que le métro c'est l'étape la plus compliquée quand on sort d'un voyage comme ça ou quand on a vécu dans un pays comme celui-ci en Thaïlande. Pendant longtemps, le métro c'est l'étape où tu te dis mais attends, dans quel monde je vis? On est où là? Et comment font les gens en fait pour vivre comme ça tous les jours? Alors que je le sais, hein, j'ai passé 28 ans de ma vie à vivre comme ça tous les jours et finalement on s'y habitue très bien. Mais c'est quand on revient d'un état pareil, c'est très très compliqué de revenir. Aussi une autre chose dont je me rends compte, c'est qu'on s'habitue à tout. Et c'est vraiment, ça c'est très propre au cerveau humain, il n'y a rien de perché dans ce que je raconte, c'est scientifique. Le cerveau s'habitue à tout. On peut vivre dans des conditions assez malheureuses, misérables, le cerveau s'y habitue, donc ça devient une banalité pour nous, ça devient une normalité et finalement on n'est plus si malheureux que ça. Il s'habitue aussi au bonheur extrême, à la richesse, à tout ce qui est énorme. On s'y habitue, donc finalement, pareil, ça nous semble assez normal. Et après, on ne ressent plus autant la joie et la gratitude qu'on aurait pu avoir au début. C'est assez fou. Ça, c'est pour ça qu'il faut aussi parfois un peu tricher avec son cerveau, parce que c'est quand même dommage de s'habituer à tout. Aux belles choses, par exemple, c'est dommage de s'y habituer, je trouve. Bref, en mai, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'ai repris mon petit quotidien, j'ai repris mon quotidien de travail à la maison. J'ai fait pas mal d'allers-retours à Barcelone, si vous vous en souvenez. C'était pour voir mon mec, voilà. À ce moment-là, il se trouvait à Barcelone. Et là, si vous me suiviez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être suivi cet épisode où je me suis carrément fait voler mon sac pendant un week-end à Barcelone. On était dans un resto, j'avais posé mon sac à mes pieds dans un resto à l'intérieur, on était en terrasse, hein. Je pose mon sac à mes pieds avec mon ordinateur, mon portefeuille, mes disques durs, tout parce que je comptais travailler après. Et là, au moment de payer, pas de sac, plus rien. Et en fait, on a vu dans les caméras de surveillance que le mec qui était assis juste derrière moi était parti en prenant mon sac. Donc avec tout mon ordinateur, mes disques durs, tout mon travail en fait, ma carte bleue. Heureusement, je me souviens avoir enlevé le téléphone de mon sac et l'avoir mis dans ma poche avant de commencer le repas, parce que de se retrouver sans téléphone, je pense que c'est la pire chose. Alors me voilà à Barcelone mais plus rien. Heureusement, j'avais laissé mon passeport pareil dans la chambre d'hôtel. Et là, bizarrement, alors j'ai fait preuve d'un calme, je ne sais pas ce qui s'est passé. Parfois, vous savez, on ne sait pas comment on réagit. On aurait pu croire qu'on réagirait de façon catastrophique. Et là, j'étais très calme, genre j'ai vu ça, je fais bon bah ok, j'ai mon passeport donc je peux rentrer. Je prenais l'avion 2 jours après. J'ai mon passeport, je peux rentrer, j'ai mon billet sur mon téléphone. Ma carte d'identité, ça se refait, de toute façon elle était plus valable. Ma carte bleue, ça se refait. Ok. Après mon ordinateur, le problème c'est que c'est mon outil de travail. Et là, ça a été un peu plus compliqué parce que je ne peux pas vous faire de vidéos, je ne peux pas vous écrire d'articles si je n'ai pas mon ordinateur. Je fais tous mes montages vidéo sur mon ordinateur, j'écris tout, j'ai tous mes fichiers, tous mes trucs, j'avais plein de vidéos d'avant, j'avais des articles d'avant sur mon disque dur et surtout j'avais ma fameuse vidéo que j'avais tournée en janvier, donc que je n'ai pas pu regarder cette année. J'ai perdu cette vidéo-là, c'est peut-être une belle chose, c'est peut-être qu'il fallait passer à autre chose, que c'était plus nécessaire de se rappeler des mauvais souvenirs de 2017. C'était une sacrée expérience et alors bizarrement, ce qui s'est passé c'est que au moment où on m'a tout volé, peut-être 10 minutes après, donc je me baladais dans la rue, je me suis sentie tellement libre et légère. Alors je pense que ça a été vraiment le déclic aussi pour le minimalisme. Je me suis dit en fait, moins t'en as, mieux c'est. Plus on se trimballe du matériel et des trucs qui servent à rien. Alors je parle pas de mon ordinateur parce que pour le coup il me sert beaucoup, mais je me sentais libre, je me sentais comme si j'avais plus de chaînes, comme j'avais plus de trucs de valeur sur moi, j'avais même plus de sac en fait, donc je me baladais pour la première fois de ma vie juste avec une veste et mon téléphone dans la veste, c'est tout. Je me sentais d'une liberté
et d'une légèreté assez folle. Là vraiment je me suis dit ok maintenant tu vas consommer autrement. Donc déjà j'avais une idée du minimalisme et j'adorais ce principe. Là ça a été encore plus un déclic en me disant voilà maintenant tu vas arrêter de dépenser ton argent dans des trucs qui te servent à rien, qui te bloquent, qui te pèsent en fait. Et quand tu vas dépenser les choses, tu vas dépenser dans des choses qui te font vraiment plaisir, qui sont de bonne qualité, qui vont peut-être valoir plus cher parce qu'effectivement c'est de la bonne qualité et que tu veux les garder longtemps, mais d'acheter plein de petits trucs comme ça et de se trimballer tout le temps, je sais pas, j'ai vraiment vu l'image de ça pèse en fait, c'est pesant et on s'en rend pas compte. C'est quand on se fait voler comme ça des choses ou qu'on se retrouve plus rien et qu'on se dit bah en fait tout va bien, je vais quand même très bien, moi tout va bien, je suis en bonne santé, je me suis pas fait agresser. Le principal est là, le reste c'est pas grand chose en fait le matériel. Autre chose qui s'est passée à ce moment-là et ça a été juste génial, j'ai halluciné, je ne pourrais jamais assez vous remercier pour ça. C'est que j'avais partagé sur les réseaux sociaux à ce moment-là, je m'étais fait voler mon ordi, j'avais dit bah voilà ce qui vient de se passer, on m'a volé mon ordinateur, on m'a volé mes disques durs. Voilà, j'avais partagé mon inquiétude, je n'avais pas du tout fait ça dans un but précis, j'avais juste eu besoin de partager à ce moment-là. Ce qui est rare parce que je partage pas du tout toute ma vie sur les réseaux sociaux. Généralement, je garde vraiment un côté vie privée. Et là, j'avais eu envie de le partager avec vous. Et là, il y a une de vous qui m'avait envoyé un message en disant « Héloïse, ça serait génial que tu ouvres une cagnotte, moi j'aimerais beaucoup t'aider. C'est du travail que tu as fait gratuitement en gros pour nous jusqu'à maintenant et je trouve que la moindre des choses, ça serait qu'on t'aide à récupérer, à te racheter un ordinateur, même si c'est 1 euro ou 2, si on est beaucoup à le faire. » J'ai ouvert cette cagnotte, déjà j'ai halluciné de l'idée, j'ai trouvé ça tellement gentil. J'ai ouvert cette cagnotte et en 2 semaines, ça a suffi pour me racheter un ordinateur et un disque dur. Et juste, mais j'hallucine de la bienveillance qu'il y a aussi sur Internet. Donc sur Internet, il y a beaucoup de mauvaises choses, mais il y a tellement de belles choses aussi. En fait, il n'y a rien qui existe qui est soit bon, soit mauvais. Ça n'existe pas. Il y a toujours 2 facettes. Et Internet en est vraiment la preuve. Il y a des trucs horribles qui peuvent se passer sur Internet. Il y a plein de déviances sur Internet. C'est pas forcément bon dans notre quotidien d'être trop sur les réseaux sociaux, trop sur Internet, mais il y a de tellement belles choses aussi sur Internet. Internet, ça permet de véhiculer des informations extrêmement rapidement, un peu sans filtre, un peu sans barrière non plus. Tout va très vite. Il y a une solidarité énorme qui peut se mettre en place sur Internet et j'en étais vraiment la preuve. Donc merci encore 1000 fois aux personnes qui m'ont aidé à ce moment-là, qui m'ont aidé à racheter mon ordinateur. J'oublierai jamais ce geste et j'oublierai jamais à quel point j'avais été touchée de cette bienveillance et à quel point il y a des très très belles personnes. Il ne faut pas dire que l'humanité est mauvaise et qu'il y a que des cons autour et tout, c'est pas vrai. Il y a des personnes tellement merveilleuses, ça dépend vraiment avec quel regard on décide de regarder. Juin 2018, je donne ma première conférence. Alors ça a été... Je sais même pas pourquoi j'ai accepté. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on m'a proposé d'animer cette conférence. C'était quand j'étais en Thaïlande, j'ai reçu le mail et ça avait été instantané. Je m'étais dit tout de suite, je dois dire oui. C'est une opportunité énorme, mais en même temps j'ai super peur parce que moi ma première grosse peur, c'est de m'exposer et de parler publiquement. Je sais que c'est hyper contradictoire avec mon métier, qui est d'être youtubeuse. C'est très différent de parler sur une scène devant des gens que de parler devant une caméra. C'est pas du tout le même travail, c'est pas du tout le même enjeu. Mais je savais que je devais le faire. Et donc j'avais accepté quand j'étais en Thaïlande et plus les jours se rapprochaient, plus je me disais mais pourquoi j'ai accepté. C'était une soirée placée sous le thème du féminin et de la confiance en soi et de la beauté, mais de la beauté plutôt intérieure. Et alors moi c'est typiquement les sujets qui me parlent. Donc moi mon thème, j'avais demandé à aborder le thème de la beauté n'est pas physique. Et donc j'avais déjà fait une vidéo en fait à ce sujet-là et je leur avais dit voilà je vais m'inspirer de la vidéo que j'ai faite et je vais en faire une conférence. Et donc c'était une conférence d'une quinzaine de minutes il me semble et ça a été juste génial. Je sais que quelques-unes d'entre vous étaient dans la salle et merci, enfin j'ai adoré vous rencontrer. Merci pour votre soutien, merci d'être venue à ce moment-là. Ça aussi je me souviens c'était Margot Miglior, une de mes copines qui est naturopathe aussi, quand j'avais dit sur Instagram, quand j'avais dit je suis morte de trouille, elle m'avait envoyé si tu as peur fais-le. Et ça c'est une phrase qui m'est restée beaucoup en tête aussi. Si on a peur de faire quelque chose, bingo, c'est qu'il faut le faire. Parce que ça va nous permettre en fait de dépasser cette zone de confort. Et plus on dépasse, plus on sort de cette zone de confort, plus on prend confiance en soi, plus on a une vie magique. Si on reste dans cette zone, dans ce périmètre où on se sent bien, on se sent confort, c'est ok, on va s'y ennuyer très très facilement et on va jamais progresser. Donc plus on a peur de faire quelque chose, plus il faut y aller en général. Alors les vacances d'été, juillet, août, je pars dans le sud, en famille, comme d'hab. Ça, en général, je pars pas loin l'été, je vais passer dans le sud de la France des vacances avec ma famille.
Alors là, ce qui s'est passé cet été, ça a été peut-être un de mes pires étés. Vous n'allez pas comprendre pourquoi, et moi non plus, parce que j'étais dans un paradis, j'étais au milieu de ma famille, dans un coin de paradis, avec mes proches, mes amis. Tout allait plutôt bien, et là, j'ai eu d'énormes angoisses qui sont remontées, énormément d'angoisses. Je savais pas forcément à quoi c'était dû. Je me suis vraiment rendu compte des films mentaux qu'on se fait, à quel point un truc peut déclencher un cinéma dans la tête qui fait qu'on nourrit ses angoisses, et enfin, ça a été horrible. Pendant 1 mois et demi, pendant les 2 mois d'été, ça a été horrible. J'ai commencé à beaucoup plus méditer pour arriver à m'apaiser un peu. Je me suis beaucoup renseignée sur la cohérence cardiaque. J'ai trouvé une application, je vous en ai d'ailleurs parlé à la rentrée, qui s'appelle Cardia. C'est une sphère en fait qui grossit comme ça sur l'écran. C'est une application qui est gratuite, qui grossit comme ça sur l'écran, et il faut respirer en rythme. Et en fait, au bout de quelques secondes, vous allez sentir que ça s'apaise, vous êtes beaucoup moins stressé, beaucoup moins angoissé. Donc je faisais ça tous les jours, même 2-3 fois par jour. Pareil, je méditais avec l'application Seven Mind. C'est les 2 applications qui m'ont sauvée, je pense, pendant cet été-là. Et en fait, je peux pas vous donner de solution pour soigner les angoisses. Je ne suis pas du tout la bonne personne pour vous parler de ça, parce que je n'ai pas encore totalement réglé ça. Là, ça va beaucoup mieux, mais en fait, les angoisses, quand je les vois arriver, maintenant, je sais qu'elles ne sont pas vraies, elles ne sont pas fondées. Je sais que c'est un film mental. Donc j'arrive plutôt à prendre du recul en me disant, ok, là c'est un film mental, mais je n'arrive pas à enlever la souffrance et la douleur que ça provoque chez moi. Donc je sais pas si c'est possible, je sais pas si ça passera un jour, mais déjà quand on a conscience du fait que ce qu'on pense n'est pas vrai, ce qu'on pense n'est pas la vérité, c'est juste le cerveau qui est en train de s'imaginer des choses, le cerveau qui est en train de répéter un scénario qu'il a déjà vu dans le passé, mais ça ne veut pas dire que ça va revenir maintenant. Plein de choses qui se jouent en fait dans le cerveau. Parfois, il faut arriver à maîtriser ça, parce que notre cerveau n'est pas forcément notre meilleur ami, surtout dans ces cas-là. Donc ça a été un été très très compliqué, mais il m'a permis, avec du recul, de mettre vraiment à la méditation et à la cohérence cardiaque, et de comprendre l'importance du souffle, et vraiment prendre conscience que les pensées ne sont pas vraies. Les pensées ne nous représentent pas nous. C'est comme s'il y avait un petit... On donne souvent cette image-là du petit singe fou qui pense qu'il y a plein de pensées à la minute, et derrière nous, on est le sage, on est cette lumière, ce truc, cette âme en fait. C'est un peu ça que ça revient de méditer. C'est de prendre conscience que ce petit singe fou, c'est pas vous, c'est vos pensées. Et vous êtes capable de les observer en comprenant que, ok, elles passent. Tant qu'on ne s'y attache pas, elles vont pas rester. C'est vrai que les angoisses, c'est tellement compliqué à gérer, et je ne saurais pas je ne saurais pas quoi vous conseiller en fait pour régler ça. Dans ces cas-là, je pense qu'un sophrologue, hypnothérapeute, hypnotiseur sont typiquement le genre de personnes qui pourraient aider à calmer les angoisses, parce qu'il y a des angoisses qui viennent. Les angoisses, elles peuvent venir, je vais repartir dans les trucs perchés. Elles peuvent venir de votre vie là tout de suite, c'est évident, par rapport à un truc qui vient de se passer. Elles peuvent venir de votre enfance, donc vous n'avez pas conscience, que vous n'avez plus mémoire en fait de ce qui s'est passé. Elles peuvent venir de vos parents, de vos grands-parents, c'est les mémoires familiales. J'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi cet été. J'ai compris que la plupart de mes angoisses ne venaient pas forcément de moi, mais venaient de ma maman et de son passé, de ce qu'elle a vécu avant de m'avoir, quand elle était enceinte et tout ça. Ça, c'est extrêmement intéressant aussi. Il y a des angoisses qui peuvent venir aussi des vies passées. Voilà, mais là je vais m'arrêter parce qu'on va repartir dans un truc perché. Mais c'est très intéressant de travailler là-dessus avec un hypnotiseur, avec un hypnothérapeute, sophrologue. Ouais, je pense qu'il y a moyen de comprendre d'où ça vient et de calmer du coup après tout ça. Je suis pas encore allée voir un de ces thérapeutes, mais il faudrait que j'y aille en rentrant. Septembre 2018. La rentrée. J'étais plutôt contente de reprendre ma petite vie à Paris après cet été. Ça allait mieux, les angoisses étaient passées. Je décide de me mettre enfin à fond sur ma formation. Parce que ma formation, je comptais m'y mettre déjà tout l'été, mais avec mes angoisses et tout ça, j'arrivais pas à travailler dessus. Ma formation, objectif teint parfait. C'est une formation, je réfléchissais dessus depuis quelques mois, voire même quelques années. Je m'étais pas du tout encore mise à la faire, j'étais un peu flemmarde. Et donc en septembre, je m'y mets vraiment, je commence à tourner les vidéos, je commence à noter point par point ce que je veux aborder, je commence à vous poser des questions en sachant exactement ce que vous voulez savoir sur le teint, sur le maquillage, ce que vous n'arrivez pas à faire, donc qu'est-ce qui vous pose des problèmes, etc. Donc je commence à travailler là-dessus. Excusez-moi, ça a coupé, je ne sais plus du tout où j'en étais, et entre-temps, j'ai dû remettre une carte mémoire, j'ai dû m'attacher les cheveux parce qu'il fait chaud, et j'espère qu'on va continuer à voir quelque chose parce qu'il fait de plus en plus de nuit chez moi. On arrive en fin de journée là. Je crois que je vous disais que je travaille sur ma formation à fond parce que je savais qu'en novembre j'allais sûrement repartir. Ça y est, j'y pensais depuis que j'étais revenue. On en parlait avec mon mec. On se disait qu'on serait bien retourné, repasser quelques mois à Copenhague pour vivre une vie là-bas et pour continuer à travailler sur nos projets de là-bas.
et tout simplement parce qu'on s'est rencontrés ici. Et c'est cool de repartir là-bas ensemble. Donc le rythme, je ne vous raconte pas, en septembre, octobre, début novembre, ça a été tellement intense parce que je travaillais sur mes formations, je travaillais sur les vidéos que je mettais en ligne au fur et à mesure, je travaillais sur les vidéos que je voulais tourner en avance parce que j'allais avoir un peu de retard et que je voulais avoir quelques vidéos d'avance au cas où. Donc à ce moment-là, je voulais profiter de ma famille, je voulais voir mes amis, je voulais profiter avant de partir parce que je savais que j'allais partir quand même quelques mois. Donc ça a été assez rude, assez intense, mais je me suis rendu compte, ça aussi c'est une autre des leçons, il faut s'écouter, il faut écouter son rythme et sa façon de travailler. Moi, je me suis rendu compte que j'aime bien travailler comme ça. J'aime bien travailler en période hyper chargée. J'ai adoré travailler sur la formation où c'était un rythme très intense pour ensuite me reposer un petit peu plus, plutôt que d'avoir un rythme assez linéaire et assez régulier. C'est un truc, je suis moins efficace comme ça, donc c'est assez intéressant. Pareil, je me rends compte ici aussi que je suis très efficace le matin pour travailler, qu'après le déj, en général, je le suis beaucoup moins. Donc j'essaie de faire les trucs les plus importants le matin et les trucs un peu plus administratifs ou répondre aux messages et tout l'après-midi. C'est important d'apprendre à se connaître. En fait, il n'y a pas une façon de bien faire les choses. À vous de trouver votre rythme et c'est ce que je trouve génial en fait avec le fait d'être freelance et de travailler de chez soi et d'être son propre patron, c'est qu'on peut avoir notre propre rythme. C'est hyper intéressant de se connaître parce qu'on peut vraiment gagner du temps comme ça. Comme je vous disais, moi, mon rythme est beaucoup plus soutenu le matin parce que je suis beaucoup plus efficace. Si je m'étais imposé de travailler plutôt l'après-midi parce que le matin j'ai d'autres choses à faire, je suis moins efficace, je vais moins vite, je suis plus lente, je comprends pas, je suis moins réactive. Et en fait, le fait de se connaître, et ça c'est dans la vie en général, c'est la clé de tout en fait. Quand tu apprends à te connaître, tu es capable de réagir à l'extérieur et de mieux t'adapter et de faire ce qui est le mieux pour toi. Voilà, c'était ma petite leçon pour le mois de septembre, octobre, novembre. Ce qui s'est passé d'autre en octobre, c'est qu'il y a eu la première naissance dans mon entourage. Alors, j'ai 28 ans et vous savez, c'est l'âge où on commence à voir tous nos amis qui se marient, qui ont des enfants et tout. Et moi, ça n'avait pas encore été mon cas. J'ai pas eu encore de proches qui se mariaient. J'avais pas eu de proches qui avaient eu un bébé et tout. Et là, j'ai eu une super amie qui a donné naissance à un petit Lucas. Et j'ai été hyper touchée. Ça, mine de rien, dans une vie, ça change beaucoup de choses, je pense. Bon, ça change encore beaucoup plus de choses pour elle, la maman, mais même pour l'entourage. J'ai vu une différence dans notre groupe de copines. J'ai vu que d'un coup, je sais pas, il y a eu un truc assez magique en fait. On se rend compte déjà de la magie de la vie et à quel point c'est quand même fou, mais fou. Moi, je trouve ça hallucinant que deux personnes puissent créer une troisième personne, un mélange des deux, et donner vie à quelqu'un qui a grandi dans un ventre. Vous imaginez ou pas? Non mais franchement, si la grossesse, si la naissance n'existait pas, on pourrait même pas l'inventer dans un truc de science-fiction. Ça serait trop intense quoi. Et ça m'a vraiment mis face à ça. Donc j'ai vu le petit Lucas avant de partir, j'ai passé un tout petit peu de temps avec lui avant de partir. Et c'est juste magique. Il y a un truc qui s'apaise et où plus rien ne paraît grave en fait après une naissance et après. C'est juste la plus belle chose en fait. C'est ça les vraies choses, les vraies valeurs. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de tout ce qui est matériel, superficiel. On s'en fout de tout ça. Quand tu es face à un bébé comme ça qui vient de naître, ça te remet vraiment à ta place, je trouve. Alors j'imagine même pas le jour où moi je vais être maman, si rien que ça me fait ça avec une copine. Bref, donc ça a été assez marquant. Novembre 2018, nous partons. Mon mec me rejoint à Paris, après avoir été dans sa famille à l'autre bout du monde. Il me rejoint à Paris et on part ensemble, donc je crois qu'on partait le 15 novembre ou le 14, je sais plus, pour quelques mois à Copenhague. On ne savait pas combien de temps, on a pris un visa de 2 mois à la base, sachant qu'on allait pouvoir l'extendre d'1 mois, et ensuite il fallait qu'on sorte du territoire. Vous avez été nombreux à me demander comment on fait pour partir aussi longtemps dans un pays. Je ne sais pas. Ici, il y a beaucoup de personnes en fait qui viennent pour 2 mois, qui sortent du pays même une journée ou même 5 minutes, hein, et hop, ils reviennent. Très très courant, ça s'appelle les visa run. Et c'est ce qu'on vient de faire d'ailleurs. Avant-hier, on est revenu de Malaisie, on est allé 5 jours pour refaire un visa. Du coup, novembre, on revient ici. C'est la saison des pluies, on le savait. On savait que ça allait pas être une saison pleine de soleil et de mer et de plage et tout, mais on était heureux d'arriver à ce moment-là. C'est une saison où il y a moins de monde, où le village, où l'île est plus calme. J'avais vraiment envie de ça et ça me dérange pas du tout qu'il pleuve. Ça me permettait de bosser sur mes vidéos, sur mes projets, sur la fin de ma formation. J'ai fêté mon anniversaire le 20 novembre ici. Alors c'était une journée où on n'a pas pu sortir parce qu'il pleuvait à torrent. Il y avait une grosse tempête annoncée avec beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Et comme on est dans une maison dans les terres, en scooter, c'est pas facile d'y accéder quand il pleut beaucoup. Donc j'ai passé mon anniversaire enfermée dans la maison. Je crois qu'on a regardé des épisodes. On avait acheté un petit gâteau la veille et tout quand même pour fêter mon anniversaire. Donc j'ai fêté mes 28 ans ici. Après on est allé au resto avec des amis et tout ça plus tard
plus tard quand même, quand il faisait plus beau, ça n'a pas été triste non plus. Et décembre, je me lance un défi. Donc déjà, je voulais sortir ma formation début décembre, je voulais. Et je me lance un défi, une vidéo par jour. C'est quelque chose que j'ai souvent voulu faire. Et je pense que j'ai vu beaucoup trop gros parce que de faire une formation et d'arriver dans un pays où la connexion n'est pas quand même aussi bien, pas dans ma maison en tout cas, pas ici, qu'à Paris, où c'est quand même tentant d'aller un petit peu à la plage, de profiter de ses amis, de refaire un peu ses marques ici. J'ai vu beaucoup trop gros en d'un coup voulant me lancer dans une vidéo par jour. J'ai tenu... combien j'ai fait? J'ai dû faire 12-13 vidéos. Et vous avez peut-être suivi ce challenge-là. Je me suis blessée. En fait, ce qui s'est passé... Et alors, merci vraiment que ça soit tombé à ce moment-là. En fait, j'ai mis en ligne ma formation le 9 ou le 8. Le 8, elle était en ligne, elle était terminée. J'avais terminé toutes les vidéos, toutes les PDF, toutes les présentations, je sais pas quoi. J'avais mis en place la plateforme et compagnie. On sort, on va dîner, on rentre, le soir, le scooter me tombe sur la jambe, j'ai mon pied en fait qui reste sur le pot d'échappement et donc je me brûle, une grosse brûlure qui sur le moment n'a pas spécialement fait mal mais qui était assez impressionnante parce que ça m'a vraiment arraché la peau, c'était tout blanc, c'était très impressionnant. Et en fait au début je prends pas trop au sérieux, j'avais mis de l'aloe vera, j'avais refroidi un peu avec de l'eau froide et tout. Et je prends pas ça au sérieux, je continue mes vidéos et en fait j'ai mal. Je me rends compte que ça commence à s'infecter. Alors pourquoi je dis merci à ce moment-là, c'est parce que c'est arrivé le soir où j'ai mis en ligne la formation. Si c'était arrivé que j'avais pas terminé, j'aurais jamais pu finir la formation à temps. Donc franchement ça a été timing parfait. Et en fait, donc j'ai dû aller à l'hôpital ensuite, je suis restée hospitalisée une nuit sous perf d'antibiotiques et compagnie parce que ça s'était vraiment infecté. Je vous en parlais dans une vidéo, donc je vais pas vous raconter là maintenant. Mais en fait en fait, non, c'est même pas ça qui m'a permis d'arrêter les vidéos, qui m'a encouragée à arrêter parce que j'ai continué après le retour d'hôpital, j'ai voulu faire une ou deux vidéos. Et en fait, je me voyais faire et je voyais déjà que j'avais pas envie de les faire les vidéos parce que j'avais mal, j'étais fatiguée, je devais aller à l'hôpital tous les jours pour faire les soins. Je me forçais en fait à faire les vidéos, je me disais mais j'ai pas envie mais il faut que je le fasse et attends, il faut que je me coiffe, il faut que je fasse mon maquillage, il faut que trouver la bonne lumière et tout. Et je me forçais et du coup, je savais que ça allait se voir en fait dans les vidéos, que moi je crois beaucoup aux bonnes ondes et tout ça et quand j'ai envie de faire une vidéo, ça se sent, ça se ressent. Si j'ai pas envie d'en faire une, ça se ressent aussi énormément. Je trouvais que c'était important de m'écouter et c'était peut-être le corps en fait qui disait stop. Là maintenant t'as beaucoup travaillé parce que même quand je vous dis que je vais travailler, que j'ai pris des vacances en juillet-août, j'étais dans ma famille, je n'arrêtais pas de travailler. C'est pas parce que vous ne voyez pas de publication sur le blog que je m'arrête de travailler. Ça veut dire derrière que peut-être que je me forme à d'autres choses, que je travaille sur des projets en secret, je réfléchis à des articles, à des vidéos, je fais du montage, je fais plein de choses. Mais en fait, de s'arrêter de travailler totalement, ça m'arrive jamais, je n'y arrive pas. Donc là, je me suis tout simplement obligée à ne rien poster sur les réseaux sociaux, à ne pas préparer des articles en avance, à ne pas filmer des vidéos. Je voulais juste chiller, juste ne rien faire. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dur pour moi. Ça a été très très dur pour moi. Là, je suis vraiment ravie après un mois de revenir parce que je commençais à m'ennuyer. Je pense que je ne suis pas faite pour ne pas travailler. Et c'est très très agréable aussi d'avoir pris du recul sur les réseaux sociaux. Ça fait beaucoup de bien. Voilà, on sait tout le bien, tout ce qui peut se passer avec les réseaux sociaux. On sait aussi tout ce que ça peut apporter. D'être tout le temps sur son téléphone, tout le temps sur Instagram, Twitter, je sais pas quoi, comparer, à voir ce que les gens disent sur qui, sur quoi. Au bout d'un moment, ça n'a aucun intérêt, surtout dans un cadre comme ça. Je me dis, mais pourquoi je suis sur Instagram mais maintenant que je m'y remets, maintenant que je me mets un peu sur les réseaux sociaux, à regarder les vidéos YouTube, je vois les polémiques et tout qu'il y a, et je me dis, mais c'est aussi un peu un non-sens parfois, le réseau internet, le blog, les réseaux sociaux, parfois on se rend compte, mais quand on prend vraiment du recul, on se dit waouh, c'est mon métier, donc je peux pas totalement nier ça, il est hors de question parce qu'il y a aussi des très très bons côtés. Mais ça peut être intéressant d'y retourner sans avoir les mauvais côtés, sans être obligé, se forcer à mettre une publication par jour parce que c'est mieux pour les algorithmes, se forcer à les commenter ou à liker tout ce qu'on m'envoie, je sais pas quoi, c'est une pression énorme en fait les réseaux sociaux et j'ai plus vraiment envie de ça. Donc, je sais pas, je vous dis ça maintenant et ça se trouve ça va changer, je vais de nouveau me reprendre au jeu, ce qui est totalement possible. Donc au moment où je vous fais cette vidéo, nous sommes en janvier 2019. Ça a été une année totalement inattendue. Inattendue mais au possible, j'aurais jamais pensé, vous m'auriez demandé il y a un an, où est-ce que je serais, avec qui, comment, pourquoi, est-ce que je ferais de ma vie. Enfin, j'espérais continuer avec mon blog mais j'étais pas à 100% sûre, je savais pas si ça serait viable ou pas, parce que c'est ma première année sans être maquilleuse en plus. Voilà, j'aurais jamais été capable de vous dire ce qui se passe en ce moment. C'est peut-être une des premières années où je n'ai pas voulu poser de bonnes résolutions. J'ai pas envie. Cette année, j'ai pas envie, donc je m'écoute.
C'est une année où j'ai envie de me laisser libre. Alors ça veut pas dire que j'ai pas d'objectif parce que je suis une machine à objectifs. Moi j'adore avoir des petits buts à atteindre, des trucs comme ça. Mais j'ai pas de plan du tout pour cette année. Je sens que je vais me laisser vivre. Voilà, normalement je reviens en avril, mais qui sait, si ça se trouve on va vouloir aller dans un autre pays. On sait pas. Vu comment c'est parti, c'est possible. Vraiment en train de me rendre compte que c'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien d'avoir des buts, c'est même pas que c'est bien, c'est que c'est hyper important, c'est essentiel. Mais il faut aussi apprendre à s'en détacher. Et c'est Deepak Chopra souvent qui dit ça, et je crois que je l'avais lu dans son livre Les 7 lois spirituelles du succès. Le détachement face au résultat. C'est bien de poser une intention, c'est bien d'avoir un objectif, un but. Mais après, il faut être prêt à s'en détacher. Parce qu'on a donné la direction, on sait vers quoi on veut aller, mais la vie va nous emmener, ou notre âme va nous emmener exactement là où on doit aller. Donc voilà, il faut trouver le juste milieu en fait entre le fait d'être humain et divin. Voilà, je repars dans mes trucs perchés. Humain dans le sens, oui, il faut quand même que je sache ce que je veux faire, c'est ok d'avoir un but, c'est ok d'avoir un objectif, et je veux faire ça, je veux mettre les choses en route, je veux actionner les choses, c'est évident, il ne s'agit pas de rester à méditer en disant ok maintenant je vais voir ce que la vie m'apporte, ça serait une erreur. Mais c'est aussi bien de laisser un peu d'espace à la vie et de se laisser emporter par la vie, parce qu'il se passe tellement de choses qu'on n'aurait jamais imaginé. Je sais pas vous, mais réfléchissez, l'année dernière, au Nouvel An, est-ce que vous auriez pu imaginer, est-ce que vous auriez pu prévoir une seconde ce qui s'est passé pendant cette année? Je pense que 70%, voire plus de ce qui nous est arrivé à ce moment-là était totalement inattendu, imprévisible, qu'on n'aurait jamais pu l'imaginer. Donc voilà, je suis très ouverte à ça en fait pour 2019. Je ne sais pas du tout ce qui se passera et ça me va très bien. Tous les possibles sont ouverts et ça, je trouve ça trop cool. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté pendant cette longue vidéo. Je vous ai blablaté, j'espère que ça va rendre bien après le montage et ça va pas être trop long. Je vous embrasse très fort, je suis ravie de vous retrouver, c'est ma première vidéo comme je vous le disais, c'est ma première vidéo 2019 et j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur, plein d'épanouissement, plein de joie, plein de succès, plein d'amour pour cette année 2019. Merci d'être là, merci d'être aussi bienveillant, merci de me soutenir autant, merci d'être de plus en plus nombreux là, on dépasse bientôt les 50 000 sur YouTube, c'est quand même super cool. Et je vous embrasse très fort. Je vous retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Le rythme des vidéos revient à la normale, on se retrouve toutes les semaines. Et avec un article par semaine aussi, en plus le jeudi sur mon blog. Je vous embrasse très fort. À très vite.